Je m'appelle Claire Durand. J'ai 36 ans et j'ai appris qu'un cadeau peut paraître magnifique à l'extérieur tout en transportant quelque chose d'assez cruel pour changer une famille à jamais. Cet après-midi-là, ma fille est rentrée à la maison beaucoup plus tôt que prévu. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis un petit bruit venant du couloir. Pas un cri, pas même un sanglot. Juste ce genre de respiration saccadée qu'un enfant émet lorsqu'il essaie désespérément d'être courageux. Quand je me suis retournée, elle se tenait là, son manteau d'hiver encore sur le dos, les yeux gonflés par les larmes, et une boîte emballée dans du papier argenté serré contre sa poitrine. Elle n'a pas couru vers moi tout de suite. Elle tenait la boîte comme si elle était trop lourde pour ses petites mains, même si elle n'était guère plus grande qu'une boîte à chaussures. J'ai demandé ce qui s'était passé, mais elle a seulement secoué la tête et a chuchoté qu'il lui avait dit de me la donner et de ne pas me laisser surréagir. C'est à ce moment-là que j'ai eu un nœud à l'estomac. Mes parents avaient jugé mon mariage, mon travail, ma maison et presque tous les choix que j'avais faits dans ma vie. Mais utiliser mon enfant comme messagère était quelque chose de différent. Je l'ai assise sur le canapé. J'ai vérifié son visage, ses bras, ses mains, et je lui ai promis qu'elle était en sécurité. Ensuite, j'ai ouvert la boîte. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Puis j'ai vu les morceaux déchirés, les marques rouges, la note pliée en dessous, et quelque chose de caché à l'intérieur qui n'aurait jamais dû se trouver près d'un enfant. J'ai attrapé mon téléphone avant même d'appeler mon mari. Au moment où ma meilleure amie est arrivée, un officier de police entrait déjà dans mon salon. Et juste au moment où je pensais que le pire avait été découvert, mon mari est rentré, s'est figé sur le pas de la porte et a fixé là. Personne debout à côté de moi. Son visage est devenu livide lorsqu'il a dit: « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » Avant que je ne vous dise ce qu'il y avait dans cette boîte, et pourquoi cette seule phrase a tout changé, dites-moi quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Est-ce calme ou avez-vous l'impression qu'une tempête approche aussi ? Restez avec moi jusqu'à la fin parce que c'est l'histoire du jour où j'ai arrêté d'essayer de maintenir la paix avec des gens qui étaient prêts à effrayer mon enfant pour me contrôler. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas traité cette boîte comme un simple malentendu familial. Vous devez comprendre de quel genre de maison je venais. De l'extérieur, mon enfance semblait parfaitement normale. Nous avions une maison propre dans un quartier calme près d'Angers. Des photos de famille sur le mur du couloir, des vêtements chics pour la messe le dimanche, et des parents qui savaient exactement comment sourire quand les autres regardaient. Mon père, Victor Lefebvre, avait été major de gendarmerie pendant plus de 20 ans. Et il rapportait cette voix de commandement à la maison tous les soirs. Il ne posait pas de questions, il donnait des ordres. Ma mère, Martine Lefebvre, travaillait comme secrétaire scolaire avant de prendre sa retraite, et elle avait le talent de rendre chaque chose cruelle raisonnable. Si mon père élevait la voix, elle disait qu'il était juste inquiet. S'il m'insultait, elle disait que j'étais trop sensible. Si je pleurais, elle me rappelait que certaines filles vivaient bien pire. J'ai grandi en apprenant que la paix dans notre maison signifiait mon silence. Devenu adulte, je pensais que la distance arrangerait tout. J'ai construit une vie qu'ils n'avaient pas choisie pour moi, et cela seul ressemblait à une trahison pour eux. Je suis devenue ergothérapeute pédiatrique. Parce que j'aimais aider les enfants à se sentir en sécurité dans leur propre corps. Mon père disait que ce n'était pas une vraie carrière. Il voulait que je fasse du droit, que j'épouse quelqu'un avec un titre et que je reste assez proche pour qu'il puisse garder la main sur chaque décision que je prenais. Quand j'ai épousé Antoine, mon père a agi comme si j'avais gâché ma vie. Antoine n'était pas tapa accent Graveleuil,
pas riche, pas le genre d'homme dont mes parents pouvaient se vanter lors des dîners. Il était stable, gentil et patient, soit exactement ce dont j'avais eu besoin toute ma vie. Mes parents détestaient ne pas pouvoir l'intimider facilement. Après la naissance de notre fille Léa, leur contrôle s'est déplacé de moi vers elle. Soudain, chaque visite s'accompagnait de commentaires. Son école était trop ordinaire. Ses vêtements étaient trop décontractés. Son heure de coucher était trop flexible. Ses cours de dessin étaient une perte de temps. Ma mère souriait à Léa et lui disait des choses douces, puis me murmurait que j'en faisais une enfant trop fragile. Mon père aimait dire, un enfant a besoin de structure. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était l'obéissance. Au moment où Léa a eu 6 ans, j'avais réduit les contacts avec eux autant que possible sans déclencher une guerre. Ils pouvaient la voir pour les fêtes, parfois pour les anniversaires, toujours avec Antoine ou moi à proximité. Ils n'avaient jamais le droit de la garder pour la nuit. Ils n'avaient jamais le droit de venir la chercher à l'école, et ils n'avaient jamais le droit de la punir. Pendant un certain temps, cet arrangement a fonctionné, surtout parce que mes parents tenaient toujours à passer pour de bons grands-parents. Puis Antoine a reçu une offre d'emploi à Annecy. C'était le genre d'opportunité pour laquelle les familles prient un meilleur salaire, de meilleurs horaires, un quartier plus sûr près de bonnes écoles, et une chance pour Léa de grandir ailleurs sans que mes parents ne planent au-dessus de nous. Nous l'avons annoncé à mes parents lors d'un déjeuner dominical, pensant qu'ils seraient déçus mais polis. Ma mère est devenue silencieuse. Mon père a posé sa fourchette et a fixé Antoine comme s'il avait commis un crime. Puis il m'a regardé et a dit, « Tu ne vas pas m'enlever ma petite fille juste parce que ton mari a eu de la chance. » Je me souviens que Léa s'est figée sur sa chaise. Je me souviens d'Antoine cherchant ma main sous la table. Et je me souviens avoir réalisé que mon père n'avait pas dit « notre fille ». Il n'avait même pas dit « ta fille ». Il avait dit « ma petite fille ». Comme si Léa était un objet lui appartenant. J'aurais dû savoir alors que ce déménagement ferait ressortir le pire en eux. Mais je voulais encore croire que même mes parents avaient des limites. J'avais tort. Une semaine après ce déjeuner, mes parents ont changé si radicalement que cela semblait presque répété. Ma mère a commencé à m'envoyer des SMS chaque matin avec des petits émojis de cœur et des messages disant à quel point Léa lui manquait. Mon père, qui ne s'excusait presque jamais, a laissé un message vocal disant qu'il avait parlé trop durement et qu'il ne voulait pas que Léa se souvienne de lui comme d'un vieil homme en colère. Les mots sonnaient bien, mais quelque chose me donnait la chair de poule. Mon père n'avait pas l'air désolé. Il sonnait comme quelqu'un essayant une nouvelle stratégie. Pourtant, Léa n'avait que 9 ans. Et elle aimait l'idée d'avoir des grands-parents qui s'intéressaient à elle. Elle ne connaissait pas l'histoire comme moi. Elle ne savait pas combien de fois j'avais pleuré dans ma chambre étant adolescente, pendant que ma mère restait devant la porte à me dire d'arrêter d'embarrasser la famille. Léa savait seulement que sa grand-mère lui avait envoyé un nouveau carnet de croquis et que son grand-père avait demandé à voir ses derniers dessins en appel vidéo. Pendant 2 semaines, ils se sont comportés parfaitement. Ils posaient des questions polies. Ils louaient les talents artistiques de Léa. Ils disaient à Antoine qu'Annecy avait l'air d'une ville magnifique. Ma mère a même dit qu'elle était fière de moi pour avoir construit une vie qui donnait plus de choix à Léa. Celle-là a failli me convaincre parce que c'était exactement la phrase que j'avais voulu entendre toute ma vie. J'en ai parlé à ma meilleure amie Chloé pendant ma pause déjeuner. Chloé me connaissait depuis la fac, à l'époque où je croyais encore pouvoir obtenir l'approbation de mes parents en étant parfaite. Aujourd'hui,
elle travaillait comme assistante juridique dans un cabinet de droit de la famille et elle avait cette façon calme et prudente de parler qui vient du fait de voir trop de familles se détruire par un contrôle déguisé en amour. Quand je lui ai dit que mes parents voulaient soudainement organiser un brunch d'adieu pour Léa avant notre départ, elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle a juste demandé, quelle limite as-tu mise par écrit? Cette question m'est restée en tête. J'ai donc tout écrit clairement. Léa rendrait visite pendant 2 heures un dimanche après-midi. Ma mère viendrait la chercher et la ramènerait. Léa garderait son téléphone dans la poche de son manteau. Pas d'arrêt surprise. Pas d'autres adultes que je ne connaissais pas. Pas de conversation sur le tribunal, la garde ou des tentatives de convaincre Léa de ne pas déménager. Ma mère a accepté chaque condition par message. Mon père a envoyé un emoji, pouce levé, ce qui lui ressemblait si peu qu'Antoine l'a lu 2 fois en disant « Je n'aime pas ça ». Moi non plus. Mais Léa était excitée. Elle a passé le samedi soir à dessiner notre future maison à Annecy. Sur le dessin, Antoine tenait une boîte à outils. Je tenais une tasse de café. Et Léa se tenait entre nous avec un immense sourire et des montagnes violettes derrière elle. Elle a dit qu'elle voulait montrer à papy et mamie que déménager ne signifiait pas les oublier. Cette phrase m'a presque brisé le cœur. Les enfants peuvent être si généreux envers des gens qui ne le méritent pas. Le dimanche, ma mère est arrivée pile à l'heure. Elle a serré Léa trop fort dans ses bras, a fait des compliments sur ses cheveux et m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il voulait seulement passer un après-midi paisible. Mon père est resté dans la voiture. J'ai regardé depuis le perron Léa monter sur la banquette arrière avec son dossier de dessin sur les genoux. Avant que la voiture ne démarre, elle s'est retournée et m'a fait signe par la fenêtre. J'ai répondu, essayant d'ignorer la sensation de lourdeur dans ma poitrine. Antoine était allé au bureau pour terminer les papiers du transfert vers Annecy. J'étais donc seule à la maison. J'ai gardé mon téléphone près de moi pendant que je pliais le linge et répondais à mes mails. Au début, ma mère a envoyé une photo de Léa assise à leur table de cuisine avec une assiette de brioche. Léa avait l'air un peu raide, mais elle souriait. J'ai répondu, ça a l'air sympa. Rappelle-lui de m'envoyer un message si elle veut. Ma mère a répondu, elle va bien. 20 minutes plus tard, j'ai demandé comment ça se passait. Ma mère a écrit, nous discutons simplement. C'est là que je me suis levée de mon bureau. Discuter simplement pouvait signifier n'importe quoi dans ma famille. J'ai appelé Léa, mais l'appel est tombé sur la messagerie. Je cherchais mes clés quand la sonnette a retenti. Il s'était écoulé moins d'1 heure depuis que Léa était partie. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là, seule, en pleurs, avec une boîte argentée entre les mains. Pendant 1 seconde, je n'ai pas pu bouger. Mon cerveau a remarqué les détails avant de comprendre le danger. Le manteau de Léa était zippé de travers. L'une de ses bottines était défaite. Son dossier de dessin avait disparu. Ses joues étaient trempées. Et elle tenait cette boîte si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Derrière elle, la voiture de ma mère disparaissait déjà au bout de la rue. Elle n'avait pas accompagné Léa jusqu'à la porte. Elle ne m'avait pas rappelé. Elle avait déposé mon enfant en pleurs sur mon perron et s'était enfuie. J'ai tiré Léa à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Elle restait dans l'entrée comme si elle avait peur de faire un pas de plus, et cela m'a effrayée plus que ses larmes. Léa était une enfant sensible, mais elle n'était pas dramatique. Elle ne pleurait pas pour attirer l'attention. Si elle tremblait ainsi, c'est que quelqu'un l'avait mise en danger.
Je me suis agenouillée devant elle et j'ai gardé une voix douce. J'ai demandé si quelqu'un l'avait touchée, si elle était blessée, si elle avait besoin d'un médecin. Elle a secoué la tête pour dire non. Mais ses yeux revenaient sans cesse à la boîte. Finalement, elle l'a poussée vers moi et a chuchoté, ils ont dit que c'était pour toi. Ils ont dit de ne pas l'ouvrir avant d'être à la maison. J'ai demandé, qui a dit ça? Elle a dégluti avec difficulté et a dit, papy. Puis elle a ajouté, mamie a dit que tu serais peut-être contrarié parce que tu n'aimes pas entendre la vérité. J'ai senti quelque chose en moi se glacer totalement. J'ai pris la boîte et je l'ai posée sur la table près du canapé, mais Léa a attrapé ma manche avant que je puisse l'ouvrir. Elle a dit, maman, il parlait de moi comme si je n'étais pas là. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai enroulé une couverture autour de ses épaules et je lui ai dit qu'elle pouvait me raconter lentement. Elle a dit que le brunch avait commencé normalement. Brioche, jus d'orange. Question sur Annecy. Puis mon père a demandé si elle voulait vraiment déménager. Ou si Antoine et moi l'avions forcée à dire ça. Léa lui a dit qu'elle voulait être là où se trouvaient ses parents. Mon père n'a pas crié, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Il s'est penché vers elle et lui a dit que parfois les enfants ne savent pas quand leurs parents font des choix égoïstes. Ma mère a dit à Léa que rester près de la famille était plus important que de suivre un travail. Léa a dit qu'elle avait essayé de changer de sujet en leur montrant le dessin qu'elle avait fait de notre nouvelle maison. C'est là que mon père a cessé de sourire. Il a demandé pourquoi elle avait dessiné des montagnes au lieu de ses grands-parents. Léa lui a dit que c'était parce que le dessin parlait d'Annecy. Ma mère lui a pris le dossier de dessin et lui a dit qu'elle était trop jeune pour comprendre à quel point elle blessait les gens. Puis mon père a quitté la pièce avec le dossier. Léa a dit avoir entendu du papier se déchirer depuis le couloir. Quand il est revenu, il tenait la boîte argentée. Ma mère avait déjà mis le manteau de Léa. Mon père a placé la boîte dans les mains de Léa et a dit, donne ça à ta mère. Dis-lui de ne pas surréagir. Dis-lui que c'est ce qui arrive quand les gens oublient à quel endroit ils appartiennent. Léa s'est mise à pleurer dans la voiture, mais ma mère ne l'a pas consolée. Elle a seulement dit, ta mère a besoin d'un signal d'alarme. Puis elle a déposé Léa sur le trottoir et est partie. Je voulais hurler. Je voulais appeler ma mère et exiger des réponses. Mais Léa me regardait. Comme si ma réaction allait décider de sa sécurité. J'ai donc fait la chose là plus difficile qu'une mère puisse faire quand son enfant a été blessé. Je suis restée calme. J'ai dit à Léa qu'elle n'avait rien fait de mal. J'ai dit que les adultes ne devraient jamais utiliser les enfants pour délivrer des messages effrayants. J'ai dit que la boîte pouvait attendre qu'elle se sente prête. Elle a hoché la tête, mais elle continuait à la fixer. Puis elle a dit, je crois qu'il y a quelque chose de mal à l'intérieur. J'ai envoyé un SMS à Chloé d'une main, s'il te plaît, viens tout de suite. Il s'est passé quelque chose avec mes parents. Ensuite, j'ai déplacé la boîte sur le comptoir de la cuisine loin de Léa et j'ai pris une lente inspiration. L'emballage était soigné, presque élégant. Du papier argenté avec un ruban blanc. Cela rendait la chose encore plus troublante. La cruauté ne devrait pas être habillée comme un présent. J'ai d'abord dénoué le ruban. Léa a caché son visage dans la couverture. J'ai retiré le papier. À l'intérieur se trouvait une boîte en carton blanc. Au-dessus trônait une note pliée avec mon nom écrit avec l'écriture massive de mon père. Sous la note, j'ai vu du papier déchiré, des traînées de feutre rouge, et le coin du dessin de Léa.
Puis j'ai entendu un léger bip provenant de l'intérieur de la boîte. Doux, régulier et inquiétant. J'ai dit à Léa de rester sur le canapé et de ne rien toucher. Ma voix paraissait calme, mais mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser la boîte. J'ai pris des photos avant de déplacer le contenu car, quelque part au fond de moi, une partie pratique de mon cerveau savait que c'était une preuve. La première chose que j'ai sortie était le dessin de Léa, ou ce qu'il en restait. Mon père l'avait déchiré en lanière, puis avait replacé les morceaux dans la boîte comme un puzzle qu'il voulait me faire subir. La partie avec le visage d'Antoine était arrachée. Ma propre silhouette avait du feutre rouge sur la bouche. Le petit corps dessiné de Léa avait été découpé complètement et placé tout au fond, séparé de nous. J'avais vu des comportements de contrôle toute ma vie, mais voir cela dirigé contre mon enfant me brûlait la poitrine. Sous le papier se trouvait le lapin en peluche de Léa, celui qu'elle avait accidentellement oublié chez mes parents 3 mois plus tôt. Elle l'avait réclamé 2 fois, et ma mère avait dit qu'elle ne le trouvait pas. Maintenant, il était dans la boîte, le ventre ouvert et recousu avec un gros fil noir. Du feutre rouge avait été barbouillé autour des poings pour ressembler à du sang. J'ai entendu Léa émettre un petit bruit derrière moi et j'ai tourné la boîte pour qu'elle ne voie pas. C'est alors que le bip a retenti à nouveau. J'ai tenu le lapin plus près, j'ai pressé doucement le long de la couture et j'ai senti quelque chose de dur à l'intérieur. Chloé est arrivée au moment où j'utilisais des ciseaux de cuisine pour couper les horribles points de suture. Elle a jeté un seul regard à mon visage et a fermé la porte derrière elle sans poser de questions. J'ai sorti un petit appareil noir pas plus grand qu'une clé de voiture. Chloé l'a fixé et a dit, Claire, on dirait un traceur GPS. Pendant un instant, la pièce a tangué. Un dessin détruit était cruel. Une note menaçante était cruelle. Mais un dispositif de traçage caché dans le jouet de ma fille était autre chose. Cela signifiait une planification. Cela signifiait qu'il voulait avoir accès à sa position. Cela signifiait qu'il n'était pas seulement en colère pour le déménagement, il se préparait à interférer. Chloé m'a dit de le poser et de tout photographier. Ensuite, nous avons trouvé le reste. Au fond de la boîte se trouvaient 3 photos imprimées. Léa franchissant la grille de l'école. Léa à la sortie de son cours de dessin du samedi. Léa debout à côté du camion d'Antoine sur le parking du supermarché. Aucune de ces photos n'avait été publiée en ligne. Aucune n'avait été prise par nous. Quelqu'un avait suivi mon enfant. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, mais je me suis forcée à déplier la note. Elle disait, ne surréagis pas, Léa doit rester près de sa famille. Si tu forces ce déménagement, les gens apprendront quel genre de mère enlève un enfant à tous ceux qui l'aiment. Nous avons de quoi prouver que tu es instable. Réfléchis bien. Je l'ai lu 2 fois parce que mon esprit refusait d'accepter que mes propres parents aient mis ces mots dans une boîte et forcé ma fille à la ramener à la maison. Chloé a emmené calmement Léa dans la pièce d'à côté et lui a donné un casque et un dessin animé avec le volume bas. Puis elle est revenue et a dit, appelle la police. Pas ta mère. Pas Antoine d'abord. La police. J'ai appelé le numéro de secours car il n'y avait personne en train de s'introduire dans la maison à cet instant précis. Mais j'ai dit qu'il y avait une menace impliquant un enfant, un harcèlement possible et un dispositif de traçage caché dans un jouet. Dire ces mots à voix haute m'a donné l'impression de décrire la vie de quelqu'un d'autre. L'opérateur m'a dit qu'une patrouille allait passer. En attendant, Chloé m'a aidé à placer chaque objet sur des sacs en papier propre plutôt qu'en plastique parce qu'elle disait que c'était mieux.
pour préserver les éléments si quelqu'un devait les examiner. Elle n'agissait pas comme mon assistante juridique. Elle agissait comme la seule personne dans la pièce capable de réfléchir clairement pendant que mon monde s'écroulait. Léa a demandé une fois si elle avait des ennuis. Je suis allée vers elle. Immédiatement, je me suis agenouillée et je lui ai dit que non. Je lui ai dit que les adultes qui lui avaient fait peur étaient ceux qui avaient fait quelque chose de mal. Elle a chuchoté, papy a dit que tu serais en colère contre moi si je pleurais. Cette phrase a fait plus de mal que la note. Je lui ai dit que pleurer était la façon dont son corps disait la vérité. Quand le brigadier Thomas est arrivé, il ne m'a pas ignoré comme je le craignais. Il a demandé à voir la boîte, la note, les photos et l'appareil. Son expression a changé quand il a vu les photos de Léa à l'école. Il a posé quelques questions douces à Léa. Avec moi à ses côtés. Elle lui a raconté le brunch, le dessin déchiré, et mon père disant que sa mère n'écoutait que lorsqu'elle avait peur. Le brigadier Thomas a noté cela lentement. Puis on a frappé à la porte. Ce n'était pas un coup léger. C'était 3 coups violents, comme si la personne à l'extérieur pensait que la porte lui appartenait encore. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon père sur le perron. Sa mâchoire était serrée, ses yeux froids. Avant que je puisse parler, il a crié à travers la porte, « Claire, je sais que tu as appelé la police. Ouvre avant de faire encore plus honte à cette famille que tu ne l'as déjà fait. » Le brigadier Thomas s'est avancé et m'a dit de n'ouvrir la porte que si je me sentais en sécurité. Chloé a ramené Léa dans le couloir. J'ai ouvert en laissant la chaîne de sécurité. Mon père a regardé derrière moi, a vu l'officier, et a souri comme si tout cela était indigne de lui. Il a dit qu'il était venu expliquer une affaire de famille. Le brigadier Thomas lui a dit de reculer. Mon père ne l'a pas fait. Il a dit, je suis son père. J'ai le droit d'être ici. C'est exactement à ce moment-là que le camion d'Antoine s'est garé dans l'allée. Antoine a franchi la porte, portant encore sa veste de travail, tenant ses clés d'une main et son téléphone de l'autre. Je n'avais réussi à lui envoyer que 3 mots avant qu'il ne quitte le bureau, « Viens vite maison ». Il s'attendait à me trouver bouleversée. Il s'attendait peut-être à une dispute avec mes parents. Il ne s'attendait pas à trouver un policier dans notre salon. Chloé montant la garde près du couloir et mon père à l'intérieur de notre maison. Avec cette même expression arrogante qu'il portait chaque fois qu'il pensait avoir déjà gagné. Antoine s'est arrêté si brusquement que la porte a failli heurter son épaule. Son visage est devenu blême. Pas en colère au début, juste blême. Puis il m'a regardé et a dit, « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» La façon dont il a dit cela a fait se dresser chaque poil sur mes bras. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. L'expression de mon père a changé pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je sache qu'il y avait quelque chose que j'ignorais. Antoine a regardé mon père, puis l'officier, puis est revenu vers moi. Il a dit, « Claire, il est venu à mon travail ce matin. » La pièce est devenue silencieuse. Même mon père a arrêté de faire semblant de sourire. Antoine nous a raconté que mon père l'avait attendu sur le parking, devant son bureau. Il n'avait pas crié. Il ne l'avait pas menacé d'une manière évidente. Ce n'était jamais le style de mon père quand des témoins pouvaient être à proximité. Au lieu de cela, il avait dit à Antoine que déménager Léa à Annecy serait une erreur, que les tribunaux se souciaient de la stabilité, et qu'un homme avec le passé d'Antoine devrait faire attention avant de traîner un enfant à l'autre bout du pays. Mon estomac s'est noué. Des années plus tôt,
Antoine avait traversé une période d'anxiété après un accident de chantier. Il s'était fait aider, s'était rétabli et avait construit une vie solide. Mon père le savait parce que ma mère m'avait entendu le mentionner une fois lors d'une conversation privée. Maintenant, il s'en servait comme d'une arme. Antoine a dit que mon père lui avait dit « J'en sais plus que tu ne le penses. Je connais l'emploi du temps de son école. Je sais que Claire part tôt le jeudi. Je sais que tu ne peux pas les surveiller chaque seconde. Si tu forces ce déménagement, je m'assurerai que les bonnes personnes posent les bonnes questions. » Antoine ne m'en avait pas parlé parce qu'il pensait que mon père essayait juste de lui faire peur. Il prévoyait de me le dire le soir même après que Léa soit endormie. Mais maintenant la boîte était ouverte sur notre table et la menace n'était plus cachée derrière des mots prudents. Le brigadier Thomas a demandé à Antoine de tout répéter lentement. Mon père a interrompu, disant que c'était ridicule, qu'Antoine exagérait, que tout le monde transformait l'amour en crime. Puis l'officier lui a posé des questions sur le traceur GPS. Mon père a dit que c'était pour la sécurité. Il a dit que le monde était dangereux. Que Léa était jeune, et que si ses parents étaient déterminés à faire des choix imprudents, quelqu'un de responsable devait anticiper. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait mis dans un animal en peluche et l'avait envoyé à la maison, avec des dessins déchirés et une note menaçante. Il m'a pointé du doigt et a dit « Parce que tu n'écoutes pas, à moins que quelqu'un ne te force à écouter. » Par un choc. Ma mère est arrivée 10 minutes plus tard, essoufflée et en larmes avant même d'atteindre la porte. Elle a regardé l'officier, puis la boîte, puis moi, et pour une fois, elle semblait véritablement effrayée. Mais pas effrayée pour Léa. Effrayée par les conséquences. Elle a commencé à dire qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à personne. Elle a dit que les photos étaient justes pour montrer qu'ils étaient impliqués. Elle a dit que les notes paraissaient pires qu'ils ne le pensaient. Puis elle a fait l'erreur qui a tout changé. Elle a dit, nous voulions seulement te faire assez peur pour que tu réfléchisses clairement. Chloé a fermé les yeux comme si elle ne pouvait pas croire que ma mère l'ait dit à voix haute. Le brigadier Thomas a noté la phrase. J'ai regardé ma mère et j'ai demandé, tu voulais me faire peur en effrayant mon enfant? Elle a pleuré plus fort, mais elle n'a pas nié. Mon père lui a dit d'arrêter de parler. C'est là que le vieux schéma est apparu. Devant tout le monde. Il ordonnait. Elle s'écrasait. Je faisais autrefois partie de ce schéma moi aussi, mais plus maintenant. Le brigadier Thomas a dit à mes parents qu'ils devaient quitter la propriété et que tout contact ultérieur pourrait aggraver la situation pour eux. Mon père a essayé de soutenir qu'il connaissait la loi. L'officier a dit calmement, alors vous devriez comprendre. Pourquoi ceci est grave? Après leur départ, j'ai appelé l'école de Léa et j'ai retiré mes 2 parents de chaque liste de contacts d'urgence. Antoine a changé les serrures ce soir-là, même si mes parents n'avaient pas les clés. Chloé m'a aidé à enregistrer les captures d'écran, les messages vocaux, les mails et les photos dans un dossier sécurisé. Le lendemain matin, mon père a envoyé un long mail à plusieurs membres de la famille affirmant que j'étais instable. Qu'Antoine était manipulateur et que Léa était isolée de ses grands-parents. Aimant. Mais il ne savait pas que notre caméra de surveillance avait enregistré ses paroles sur le perron quand il me disait d'ouvrir avant que je n'embarrasse la famille. Il ne savait pas que le brigadier Thomas l'avait entendu appeler cela une affaire de famille alors qu'il se tenait devant une boîte pleine de preuves. Et il ne savait pas que Léa avait confié quelque chose d'autre à Chloé. Après que nous ayons pensé qu'elle dormait. Elle a dit que papy lui avait dit que si elle restait silencieuse, il pourrait l'aider à rester ici. Cette phrase a mis fin à ma moindre hésitation.
2 jours plus tard, il y a eu une réunion de famille chez ma tante. Pas parce que je voulais la paix, mais parce que mes parents avaient déjà commencé à répandre des mensonges, et je voulais que la vérité soit dite une fois clairement devant témoins. Mon père est arrivé. Confiant. Ma mère avait l'air toute petite. Antoine était assis à côté de moi. Chloé est venue aussi. Pas en tant qu'assistante juridique, mais en tant que personne ayant vu la boîte avant que quiconque puisse prétendre que j'avais tout inventé. Mon père a commencé par un discours sur les droits de la famille. Je l'ai laissé parler. Puis Antoine a diffusé l'enregistrement de la caméra de surveillance. Après cela, Chloé a placé les photos imprimées de la boîte, de la note et du traceur sur la table. Personne n'a défendu mon père. Pas une seule personne. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a frappé la table du poing. Et a hurlé, « C'est ma petite fille !» Je me suis levée, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Non, c'est mon enfant, et tu ne l'utiliseras plus jamais pour me contrôler. » Cette réunion a été la dernière fois que mon père s'est trouvé dans la même pièce que Léa. Le lendemain matin, Antoine et moi avons déposé une demande d'ordonnance de protection provisoire avec l'aide d'un avocat local recommandé par Chloé. Nous avons tout apporté, la note, les photographies, le dispositif de traçage, l'enregistrement de la porte, les captures d'écran des mailles de mon père, la déclaration écrite du brigadier Thomas, la déclaration d'Antoine sur la menace au parking, et, plus douloureusement, le propre récit de ma fille sur ce qui s'était passé pendant le brunch. Je détestais que les mots de Léa fassent partie d'un dossier judiciaire. Mais je me suis rappelé que protéger un enfant signifie parfois documenter la vérité, même quand la vérité fait mal à lire. Le tribunal a accordé des restrictions temporaires pendant l'examen de l'affaire. Mes parents n'avaient pas le droit de contacter Léa, de venir chez nous, de s'approcher de son école ou d'envoyer des cadeaux par l'intermédiaire de parents. Je m'attendais à ce que ma mère supplie. Je m'attendais à ce que mon père rage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle leur image parfaite a commencé à s'effondrer. Mon père avait passé des années à être ce major de gendarmerie à la retraite respectable, l'homme en qui les voisins avaient confiance, l'homme que les autres parents saluaient lors des événements scolaires. Mais les gens vous regardent différemment lorsqu'ils apprennent que vous avez caché un traceur dans le jouet d'un enfant. L'école de Léa a été prévenue immédiatement. La directrice a été gentille mais ferme. Mes parents ont été retirés de chaque liste de sortie, de chaque liste d'événements, de chaque formulaire d'urgence. Un membre du personnel a reconnu la voiture de mon père d'après les photos et a admis l'avoir vue garée près de l'école plus d'une fois, alors que mon père n'avait aucune raison d'être là. Ce détail est aussi entré dans le dossier. Mon père a essayé de se sauver en disant qu'il surveillait seulement sa petite fille. Mais quand l'inquiétude ressemble à de la surveillance, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ma mère a essayé une approche différente. Elle envoyait des messages via des proches disant que Léa lui manquait, qu'elle avait subi des pressions, qu'elle n'avait jamais voulu que la boîte soit si effrayante. Pendant quelques heures, cela a failli marcher sur moi. Pas parce que je la croyais, mais parce que les filles gardent l'espoir plus longtemps qu'elles ne le devraient. Puis je me suis souvenu de Léa debout dans notre entrée avec ses mains tremblantes. Je me suis souvenu de ma mère partant sans vérifier si sa petite fille pouvait seulement respirer à travers ses larmes. Alors quand un parent m'a dit que ma mère avait le cœur brisé, j'ai répondu que c'était elle qui avait tendu la boîte à mon enfant. Cela a clos la conversation. Mon père a fait une dernière erreur 3 semaines avant notre déménagement.
Il s'est présenté à l'école de Léa avec un bouquet de fleurs et un ours en peluche, disant au secrétariat qu'il voulait seulement lui dire au revoir. Comme l'école avait été prévenue, ils ne l'ont pas laissé entrer. Ils m'ont appelé, puis ont appelé la police. Il est parti avant que les agents n'arrivent, mais l'incident a renforcé notre dossier et détruit ces dernières excuses. Après cela, même les parents qui avaient essayé de rester neutres ont arrêté de me demander de lui pardonner. Ma mère s'est installée dans la chambre d'amis de ma tante pendant un certain temps, affirmant qu'elle avait besoin de s'éloigner de mon père. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une culpabilité réelle ou juste d'une autre tentative pour éviter les conséquences. Je sais seulement que je ne l'ai pas laissé voir Léa. Le pardon, s'il vient un jour, ne s'achètera pas avec des larmes. Il ne sera pas précipité parce que d'autres personnes se sentent mal à l'aise. Et il n'exigera jamais que mon enfant se tienne devant les personnes qui l'ont effrayé juste pour que les adultes puissent prétendre que la famille est unie. Nous avons déménagé à Annecy au début du printemps. Les premières semaines ont été difficiles. Léa sursautait dès que la sonnette retentissait. Elle refusait de dormir avec des peluches dans sa chambre. Elle m'a demandé plus d'une fois si papy pouvait nous trouver. À chaque fois, je lui ai dit la vérité d'une manière qu'un enfant peut comprendre. J'ai dit, les adultes s'en occupent. Tu es en sécurité. Tu as bien fait de me le dire. Nous lui avons trouvé une thérapeute qui travaillait avec les enfants, et lentement, morceau par morceau, Léa est redevenue elle-même. Antoine l'a aidé à construire un petit bureau de dessin près de la fenêtre de sa nouvelle chambre. Je lui ai acheté un carnet tout neuf, mais je ne lui ai pas demandé de redessiner notre famille. Cela devait être son choix. Un soir, environ 2 mois après le déménagement, je l'ai trouvée assise à son bureau avec des crayons de couleur étalés partout. Elle avait dessiné une maison avec des montagnes derrière, plus lumineuses que le premier dessin, plus grandes aussi. Antoine était dans le jardin avec un marteau. J'étais sur le perron avec une tasse de café. Léa se tenait entre nous avec une main sur la porte d'entrée. Au-dessus de la porte, elle avait écrit « Seules les personnes sûres peuvent entrer ». J'ai pleuré silencieusement dans le couloir, pas parce que le dessin était triste, mais parce qu'il était honnête. C'était la leçon que mes parents n'ont jamais comprise. La famille n'est pas un titre que l'on utilise comme une arme. L'amour ne menace pas, ne traque pas, n'effraie pas et ne manipule pas. Le véritable amour permet aux enfants de se sentir assez en sécurité pour dire la vérité. Et être un vrai parent signifie choisir la paix de son enfant plutôt que sa propre peur du conflit. Ce qui nous est arrivé m'a appris que l'éducation n'est pas seulement ce que les enfants apprennent à l'école. C'est aussi le savoir précieux qu'ils acquièrent en regardant les adultes fixer des limites, dire la vérité et protéger les plus vulnérables. Léa a appris ce jour-là que sa voix comptait. J'ai appris que maintenir la paix avec des personnes toxiques peut coûter à un enfant son sentiment de sécurité. Et Antoine a appris que le silence, même s'il est destiné à protéger quelqu'un, peut laisser le danger dans l'obscurité trop longtemps. Nous ne sommes pas une famille parfaite, mais nous sommes une famille plus sûre maintenant. Mes parents voulaient utiliser la peur pour nous garder proches. Au lieu de cela, la peur m'a montré exactement à quelle distance nous devions nous éloigner. Et si quelqu'un m'écoute et qu'on lui a déjà dit que fixer des limites était cruel, souvenez-vous de ceci, les limites ne détruisent pas les familles saines. Elles révèlent quelles relations dépendaient de votre silence pour survivre. Notre équipe travaille dur pour créer des histoires qui portent des émotions, des conflits et un message auquel les spectateurs peuvent réfléchir après la fin de la vidéo. Cette histoire est
complètement fictive et a été écrite uniquement pour partager des leçons à travers un récit divertissant. Nous espérons qu'elle encourage chacun à se valoriser, à protéger sa paix et à ne jamais laisser les personnes toxiques définir sa valeur.